Bonjour et bienvenue dans l'univers de ProductiveU, votre espace dédié à l'efficacité personnelle et professionnelle. Je suis Priscille Livenet, formatrice, coach et consultante, l'animatrice de ce podcast. Vous êtes manager, cadre, dirigeant ou entrepreneur, vous êtes exactement où vous devez être. Ici, nous ne parlons pas seulement de productivité, mais aussi de comment être un manager ou entrepreneur qui cherche sans cesse à s'améliorer. C'est pourquoi, non seulement vous trouverez ici des supports pour vous aider à être efficace, mais aussi des outils de coaching, de management et d'organisation applicables dans différents aspects de votre vie. Nous explorons des méthodes éprouvées, des réflexions enrichissantes et des astuces pratiques pour vous aider à briller dans votre rôle, tout en prenant soin de vous et de ceux qui vous entourent. Retrouverez toutes les notes et les ressources de chaque épisode sur notre blog productiveu.com dans la section podcast. Si ce que vous entendez résonne en vous, partagez ce podcast, likez la vidéo et laissez-nous une belle revue sur Apple Podcast. Cela nous permettra de nous connecter avec encore plus de personnes extraordinaires comme vous. Pour une dose d'inspiration, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Et si vous êtes prête à franchir une nouvelle étape, découvrez nos offres de coaching et de formation personnalisées en management, gestion du temps et organisation. Pour en discuter, envoyez-moi un mail à contact@priscillelivenet.com ou réservez un entretien découverte gratuit de 30 minutes via le lien dans les notes de cet épisode. Alors respirez profondément, souriez et préparez-vous à enrichir votre vie professionnelle et personnelle. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier de l'année 2024, c'est l'épisode 233. J'espère que vous allez bien en ce début d'année, je vous souhaite à tous une excellente année, pleine de succès, de réussite, surtout une excellente santé et pour ceux qui ont des projets pour cette année, je vous souhaite une grande réussite et en tout cas de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour réussir. Et c'est aussi le thème de notre podcast. Je vais reprendre avec vous la méthode de l'année de 12 semaines. J'ai déjà fait quelques épisodes où j'en parlais. Il y a un épisode, je crois que c'est l'épisode 89, où je faisais un résumé du livre, la semaine l'année des 12 semaines. Je vous encourage à lire et à regarder. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans les lectures d'épisodes et les lectures d'articles, cet épisode en ce moment est très sollicité, comme quoi il est encore au goût du jour et doit probablement apparaître en tête de liste des recherches, quand on fait les recherches sur Google pour avoir des informations en français sur cet article, parce que vraiment il y a eu une percée ces derniers jours. Alors je ne vais pas reprendre tout ce que j'avais dit à l'époque, puisque je vous encourage à aller réécouter l'épisode, relire l'article. On va faire un rapide résumé en fait de la méthode, et ce que je vous propose cette fois dans cet épisode, c'est d'aller un peu plus dans le détail de l'application, comment on fait. Et je vais prendre deux exemples, un exemple professionnel et un exemple plutôt de vie privée. Alors pour reprendre un petit peu la méthode, la clé de la réussite, d'après les auteurs, réside dans l'exécution efficace de plans plutôt que dans la simple connaissance ou l'unique planification. Ils mettent en lumière que les échecs ne sont généralement pas dus à un manque de connaissances, mais à une mauvaise mise en œuvre des plans. L'accent est aussi mis sur l'importance d'exécuter des actions concrètes et de maintenir un sentiment d'urgence. Alors pour ceux qui sont abonnés à la newsletter du manager sur LinkedIn, vous allez retrouver un peu des informations que je partage avec vous aujourd'hui, puisque j'ai voulu lier cette newsletter qui est sortie cette semaine, première semaine du mois comme tous les mois, avec ce premier épisode de l'année. Alors tout d'abord, l'approche est trimestrielle, c'est-à-dire que la méthode consiste à abandonner la pensée annuelle au profit d'une approche trimestrielle. L'idée derrière cela est que plus un objectif est lointain, moins on est motivé pour le poursuivre. Cette situation se produit souvent à la fin de l'année, tant dans les entreprises que sur le plan perso. Vous voyez qu'en général, les gens avancent doucement sur les premiers trimestres et tout à coup, à la fin de l'année, c'est branle-bas de combat pour essayer de rattraper les objectifs qui n'ont pas encore été atteints. Donc pour éviter cela, la méthode propose de se concentrer sur des trimestres de 13 semaines avec des objectifs précis pour chaque période. Cette approche maintient la motivation grâce à des échéances plus proches
et un sentiment d'urgence constant. Elle s'inspire de la périodisation sportive où les athlètes se concentrent sur un domaine spécifique pendant un certain temps pour améliorer leur performance. De même, les objectifs annuels se décomposent en étapes trimestrielles, puis en actions hebdomadaires et ensuite quotidiennes, ce qui permet de rester concentré tout au long de l'année. Alors pour aller un petit peu plus dans la méthode, le processus commence par la définition d'une vision motivante profondément connectée à nos émotions et à notre pourquoi. Ensuite, on crée un plan pour atteindre cette vision, mais au lieu de le définir sur 12 mois, on le divise en 12 semaines. Cette approche réduit le risque d'incertitude à l'avenir et permet de définir des actions concrètes avec plus de certitude en évitant la surplanification qui peut entraîner la procrastination. En somme, l'important est de créer une vision et de la planifier sur un horizon de 12 semaines pour plus d'efficacité. On va prévoir aussi le contrôle de la réalisation et dans cette phase, l'accent sera mis sur le contrôle et la mesure des progrès. Tout d'abord, des indicateurs sont mis en place et surveillés chaque semaine. Les auteurs insistent sur l'importance de suivre ces indicateurs, qu'ils soient positifs ou négatifs. Trop souvent, les gens arrêtent de mesurer leurs indicateurs lorsque les résultats sont mauvais, ce qui est une erreur. La méthode encourage à faire face à la réalité des chiffres. Et pour ceux qui sont adeptes peut-être de vouloir travailler sur leur poids ou surveiller leur poids, j'ai pu remarquer autour de moi, et ça me concerne aussi, que quand la balance a tendance à s'envoler, on arrête juste de se peser. Voilà, on monte plus dessus, comme ça plus de mauvaises nouvelles, mais en fait c'est juste faire l'autruche et se mettre la tête dans le sable. L'idée est que d'ignorer les mauvais résultats ne les améliorera pas, au contraire, il faut ajuster ses efforts et, si nécessaire, la méthode pour atteindre les objectifs. Les auteurs soulignent que la principale cause d'échec réside dans le non-respect du plan plutôt que dans le plan lui-même. Par exemple, si l'objectif est d'augmenter la clientèle de X% et que vous connaissez votre taux de conversion, vous pouvez calculer combien de prospects vous devez contacter chaque jour pour atteindre cet objectif. Si vous n'en contactez que la moitié, le plan n'est pas mauvais, mais votre exécution l'est. Pour suivre les indicateurs efficacement, il faut en créer de deux types, ceux qui mesurent le résultat final, comme le poids perdu, le chiffre d'affaires généré ou le montant d'une commission, et ceux qui mesurent l'effort, comme le nombre de calories consommées par jour, le nombre d'entraînements sportifs, le nombre d'appels à de nouveaux clients, le nombre de visites de prospects, etc. Ces indicateurs sont utilisés pour créer un tableau de bord hebdomadaire qui ne doit pas être trop complexe, ni prendre beaucoup de temps à remplir et à analyser. L'objectif n'est pas de sanctionner, mais plutôt de reconnaître le niveau de performance et d'ajuster en conséquence. Dans l'étape suivante, il y a la technique du time blocking. Elle consiste à planifier son temps de manière stratégique pour avoir le temps de mettre en pratique son plan. On a déjà longuement parlé du time blocking dans ce podcast, je vous renvoie vers les différents épisodes qui en parlent. 3 types de blocs sont définis. Le bloc stratégique qui dure 3 heures et se fait une fois par semaine. Il est dédié à la concentration sur les tâches les plus importantes qui auront un fort impact sur votre prise ou vos projets. Des blocs tampons d'une durée maximale d'1 heure à réaliser 1 ou 2 fois par jour. Ils sont réservés aux tâches de moindre valeur telles que la gestion des mails. Des blocs de pause recommandés pour une durée de 3 heures consécutives chaque semaine permettant de se vider l'esprit. Cette approche du time blocking vise à maximiser l'efficacité en allouant le temps de manière judicieuse pour les tâches importantes, les tâches moins importantes et les pauses nécessaires. Cette étape se concentre sur la responsabilisation et l'engagement. On parle aussi de countabilité, ou redevabilité en français, et c'est une technique qui est recommandée pour accompagner la méthode des 12 semaines, avec des réunions hebdomadaires de 30 minutes entre les membres d'une équipe, par exemple, pour passer en revue leur plan hebdomadaire et leurs résultats. Cette réunion s'appelle WAM. L'importance de la motivation aussi est soulignée dans cette méthode, et notamment l'engagement des membres de l'équipe, car elle est essentielle pour progresser et pour faire en sorte que les projets de l'équipe avancent. En outre,
le multitasking est fortement déconseillé, mais ça on le sait tous, et on va plutôt mettre en avant l'importance de l'engagement personnel dans la réalisation des objectifs. Les auteurs soulignent aussi l'importance de la progression continue dans un domaine. Ils expliquent que l'excellence dans un domaine ne survient pas soudainement avec un seul résultat, mais plutôt par un processus d'entraînement constant sur de longues périodes. Cela s'apparente à la manière dont les athlètes ne deviennent pas soudainement bons le jour où ils remportent une médaille, mais ils remportent la médaille parce qu'ils sont bons, ce qui résulte de mois, voire d'années d'efforts constants. Enfin, la méthode de l'année de 12 semaines met en avant le concept du déséquilibre intentionnel. Cela signifie qu'atteindre l'équilibre entre vie pro et perso se fait en étant intentionnel dans la manière dont on dépense son temps, son énergie et ses efforts. Il s'agit de se concentrer sur des sujets prioritaires à des moments donnés, plutôt que de répartir également son attention, surtout en fonction des priorités du moment. On a déjà parlé beaucoup de du pseudo-équilibre entre vie professionnelle et personnelle, qui est tout d'abord complètement personnel, c'est le cas de le dire, c'est que chacun fait ses choix et chacun fixe la limite et la barre à atteindre pour lui-même, et qui est plutôt un savant mélange entre les objectifs que l'on se fixe, qu'ils soient personnels ou professionnels, et on ajuste, on n'a pas à juger vu de l'extérieur. Enfin, pour la mise en place de la méthode, il faut un temps de réflexion. Donc là, on attaque vraiment la partie « je mets en place » et je vais aller dans des exemples. Donc il nous faut un temps de réflexion pour définir la vision que l'on a de sa vie, de son entreprise, etc. Et on va aller chercher assez loin. C'est qu'est-ce que je veux être dans 10 ans, par exemple, ou qu'est-ce que je veux que mon business soit dans 10 ans. Et sur la base de cette vision lointaine, on va créer des étapes intermédiaires. Alors la première fois qu'on fait l'analyse, effectivement, on va aller à 10 ans, etc. Ensuite, l'année suivante, en général, vu qu'on a déjà sa vision à 10 ans, et à moins qu'elle ait complètement changé, on va juste la reprendre, puis on va réajuster en fonction des résultats atteints sur l'année 1. Donc on a cette vision à 10 ans, et puis après on va la décliner à 5 ans, à 3 ans, à 1 an. Une fois qu'on a obtenu notre objectif à 1 an, alors je dis un objectif, mais il s'agit en fait d'un ensemble d'objectifs, on a rarement un seul objectif, ou en tout cas il va se décomposer de plusieurs plus petits. Donc on va prendre cet objectif pour l'année et on va le découper par trimestre de 12 semaines. Alors si vous faites le calcul, 12 x 4 ça fait 48, vous allez me dire il en manque un peu. Un trimestre ça compte 13 semaines, oui. Mais la 13e semaine est consacrée au bilan de la phase qui vient de se terminer et à la pose des objectifs, la création du plan d'action pour la période suivante. C'est pour ça qu'on a bien 13 semaines, mais on va considérer qu'à chaque fois c'est sur 12 semaines qu'on va agir, même si la 13e, en général, on ne va pas rien faire, mais on va passer beaucoup de temps sur l'analyse de ce qui s'est passé et à réajuster ce qu'on veut faire le trimestre suivant. Alors pour la création du plan trimestriel, on va se concentrer sur 2, voire 3, mais grands maximum objectifs. C'est vraiment les auteurs qui font ça depuis une vingtaine d'années qui sont très très stricts là-dessus. 2, c'est déjà beaucoup, parce qu'à l'intérieur de cet objectif, on va devoir lister toutes les tactiques, toutes les actions qui vont nous mener à atteindre un résultat escompté. Et il peut y avoir beaucoup de choses pour un seul objectif, donc ce qui fait que ça va déjà bien remplir nos semaines. Le résultat sera l'objet d'un indicateur, comme on l'a vu un peu plus haut, un indicateur de résultat pour lequel on va calculer un pourcentage d'atteinte toutes les semaines, un pourcentage de progression. Alors ça peut être un chiffre d'affaires, un nombre de contrats signés, un poids, un nombre de kilomètres courus, j'en passe et des meilleurs. Les actions, quant à elles, doivent être clairement définies et quantifiées. Alors on va rentrer dans un premier exemple. Imaginons que je veux atteindre un chiffre d'affaires de 10 000 € pour le trimestre, avec un panier moyen de 2 000 €, c'est-à-dire que chaque client en moyenne me rapporte 2 000 €. Et que je sais que j'ai un taux de conversion de 1,5% entre mon process de prospection à la signature. Ça veut dire que sur le nombre de prospects que j'ai, il y en a juste 1,5% qui me donne la signature d'un contrat. C'est pas très élevé, mais c'est mon exemple. Ça veut dire que si je veux atteindre les 10 000 € sur mon trimestre, avec ce taux de conversion de 1,5%,
je dois contacter 333 personnes dans ma prospection. Donc ce sera mon indicateur d'effort, le nombre de contacts, de prospects, et avec ça, je vais pouvoir établir mon plan hebdomadaire. Combien de personnes je dois contacter chaque semaine, prévoir les jours et les moments de prospection dans mon agenda, et enregistrer tout ce que je fais pour m'assurer que je vais bien contacter 333 personnes ou entreprises chaque trimestre. Dans mon plan hebdomadaire apparaîtra donc l'action prospection avec une cible hebdomadaire en termes de quantité. Et toutes les semaines, donc je vais enregistrer le nombre de demandes que j'ai fait à mes prospects, le nombre de réponses, le chiffre d'affaires potentiel, etc. Et tout cela, je vais le revoir toutes les semaines. Je tiendrai compte dans mon planning d'action des jours de congé sur la période, des événements déjà prévus comme des formations, des jours de séminaire, des jours fériés et autres actions sur mon objectif pour me fixer des objectifs ambitieux mais atteignables et surtout pour diviser l'objectif par le bon nombre de jours. Et je fais ça pour toutes les actions ou tactiques que j'ai définies. Je m'assure que cela tient bien dans mon agenda compte tenu des autres activités ou contraintes que j'ai. Toutes les actions doivent être vues dans leur ensemble pour éviter de créer un plan inatteignable. C'est aussi pour cela que nous allons nous concentrer sur 2, maxi 3 objectifs pour les travailler à fond. On prend en compte aussi la saisonnalité globale de son activité, par exemple, si vos clients sont fermés en août pendant 3 semaines et 2 semaines à Noël, vous savez que ce n'est pas cette période-là que vous allez pouvoir agir. On va donc penser à lister toutes les contraintes de ce type avant de se lancer dans le détail. Alors je vais prendre un autre exemple de la vie quotidienne. On dit que je me fixe comme objectif de perdre du poids. Une des tactiques est de marcher régulièrement et je me fixe un objectif d'un nombre de kilomètres parce que je suis inscrite au Conqueror Virtual Challenge. Je reçois donc pour mission de marcher ou courir, en tout cas de couvrir un peu plus de 1700 km sur la durée que je souhaite. Je me fixe 15 mois pour y arriver. Alors, je liste mes contraintes. Le lundi, je donne des cours toute la journée jusqu'au soir, donc pas de sortie marche. Le mardi, je suis également en cours jusqu'à 13h, j'ai de la route à faire, je dois travailler toute l'après-midi, donc je vais aussi considérer que je ne peux pas non plus marcher ce jour-là. Je vais considérer aussi les saisons, les heures de jour, parce que je ne suis pas très adepte de la marche en campagne à la frontale quand il fait nuit. Pour le premier trimestre, sachant que c'est l'hiver et que dans ma région il pleut beaucoup, et que les chemins de promenade sont souvent de grosses mares boueuses en hiver, je me dis que je vais juste parcourir 250 km pour le premier trimestre, soit une moyenne de 21 km par semaine. Vient ensuite le plan d'action hebdomadaire. Compte tenu de mes contraintes, il me reste 5 jours, du mercredi au dimanche, pour parcourir les 21 km du challenge. Je vais donc prévoir dans mon planning et dans mon agenda 3 marches de 3 km du mercredi au vendredi, sur la pause déjeuner. Les jours qui sont courts encore, donc je préfère ne rien mettre le matin et le soir. Et puis je préverrai aussi 2 marches de 6 km sur les jours du week-end. Pour le prochain trimestre, je serai plus ambitieuse en termes de kilomètres, car les jours seront plus longs, la météo certainement plus clémente. Et je pourrais peut-être m'organiser pour marcher le matin tôt ou bien le soir après le bureau. Et au-delà des grandes idées, je vais coucher mon plan sur le papier pour bien prendre la mesure de ce qui est à faire, et si vous allez regarder l'article de blog, vous verrez, j'ai fait un petit tableau Excel de récapitulatif qui m'a permis un peu d'ajuster mon plan sur les 15 mois prochains pour couvrir les 1743 km de ce challenge. Après, bien évidemment, chaque sortie marche sera enregistrée. Le challenge vient avec une application de suivi qui se connecte sur mon application de santé, donc j'ai pas besoin de faire du suivi manuel, ce qui est plutôt bien, parce que dans mon cas, ça aurait été vraiment un obstacle, sachant que je suis pas très douée pour l'enregistrement quotidien, régulier d'informations, surtout quand c'est pas professionnel. La revue hebdomadaire me permettra d'ajuster les actions pour les semaines suivantes. En fin de trimestre, les résultats me permettront de voir ce qui est à modifier,
et de faire le nouveau plan compte tenu des contraintes et possibilités du nouveau trimestre. C'est exactement le même fonctionnement que ce soit pour des objectifs pro ou perso. Idéalement, je ferai une revue de mes objectifs avec quelqu'un pour actionner la partie redevabilité de la méthode. Pour la partie challenge de marche, il se trouve qu'il y a un groupe d'utilisateurs qui est sur Facebook qui me permettra de recevoir du soutien et de partager mes réalisations. Pour le travail, j'ai aussi une partenaire de redevabilité avec laquelle je revois régulièrement mes objectifs. Donc voilà rapidement la revue de la méthode de l'année des 12 semaines. Le focus est vraiment mis sur la régularité des actions. Les auteurs de la méthode qui organisent tous les ans des ateliers sur le sujet auxquels je participe indiquent avec assurance que si vous êtes constant dans vos actions à hauteur de 80% de réalisation toutes les semaines, vous atteindrez vos objectifs. Sous réserve évidemment d'avoir mis les bonnes actions pour obtenir les bons résultats. C'est pour cela que je vous encourage régulièrement à mettre en œuvre cette méthode et à constater par vous-même les résultats produits. Personnellement, j'en ai fait les frais l'an dernier, puisque les premières années de mon activité, j'ai vraiment suivi mon plan de 12 semaines plutôt bien. Et l'an dernier, entre mon déménagement, les différents problèmes avec ma maison, etc., certains gros contrats, j'ai un peu lâché sur le suivi, et notamment sur les actions de prospection que j'aurais dû faire beaucoup plus régulièrement, et je le paye en ce moment sur le prix fort, puisque j'ai très peu de clients et que je dois réamorcer la machine, comme on dit, avec énormément de prospection, en attendant que ça sorte et que cela puisse me permettre de continuer mon activité sur la 4e année. Alors, si cela vous intéresse, j'accompagne les entreprises et les indépendants pour la mise en place de ces objectifs, et j'assure même dans certains cas la tenue des revues hebdomadaires, appelées WAM, comme je vous disais tout à l'heure. Alors n'hésitez pas à me contacter si cela peut vous intéresser. Il y a un lien dans les notes du podcast pour prendre un rendez-vous sans engagement avec moi. Voilà, j'espère que cet épisode vous encourage en tout cas à prendre en main réellement votre avenir et votre année, et à être vraiment actif. Et je peux vraiment vous promettre que si vous ne le faites ne serait-ce que sur un objectif précis, bien défini, on utilise la méthode Smarter, bien évidemment, pour ne serait-ce qu'un trimestre, en étant vraiment sérieux sur l'application de la méthode et vraiment le suivi constant, vous vous rendrez compte à quel point cette méthode est puissante et est efficace. Évidemment, cela demande de la discipline, mais on n'a rien sans rien. Pensez aux sportifs qui vont se présenter aux Jeux Olympiques dans quelques mois. On ne peut pas imaginer qu'ils commencent leur entraînement 3 semaines avant le début en espérant gagner des médailles. C'est le résultat d'années et d'années d'entraînement et ça marche comme ça dans tous les domaines. Voilà pour l'épisode de cette semaine. Donc si cela vous a plu, s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous du post sur LinkedIn par exemple ou sur Facebook. Je vous remercie aussi d'avance de mettre des 5 étoiles sur Apple Podcast, qui est, comme vous le savez, le meilleur moyen de promouvoir cet épisode. Vous pouvez aussi partager l'épisode, que ce soit l'audio ou l'article, avec des personnes de votre entourage qui sont intéressées. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit, à la newsletter du manager qui est sur LinkedIn, une fois par mois. Je partage avec ma communauté, et il y a plus de 850 personnes aujourd'hui qui sont abonnées à cette newsletter, des articles courts sur le management, le coaching d'équipe, en tant que manager, comment est-ce que vous pouvez coacher votre équipe, voire se coacher soi-même, des trucs d'organisation pour vous et votre équipe aussi, ainsi qu'une nouvelle rubrique que je propose depuis quelques mois maintenant, sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour plus d'efficacité. Voilà, bien c'est tout pour cet premier épisode de l'année 2024. J'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode d'ici quelques jours, et d'ici là, portez-vous bien, posez bien de bons objectifs,
et à très bientôt. Bye bye.